Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce lundi matin pour un débrief aux aurores avec Oui. Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas, comment ça va? Ça va super puisqu'on a vu, je pense, un très bon épisode de House of the Dragon saison 2 avec cet Tout à épisode fait. 4 qui s'intitule A Dance of Dragons. Et voilà, ça y est, c'est parti quoi, j'ai envie de te dire. Enfin quoi, ça y est, il se passe quelque chose. Je sais, la semaine dernière, j'étais le rageux de service. Ouais, il faut à qu'on en dire parle que, d'ailleurs de ça parce voilà, ça que traînait, ça traînait. j'ai vu un certain nombre de commentaires qui sont pas du tout ok, Ouais, qui ont non. été postés sur YouTube dans la section commentaires du débrief de l'épisode 3. Mhm. À partir du moment où on argumente ce qu'on a à dire, on a le droit de dire ce qu'on pense. Ok. C'est ça. Donc Adrien a tout à fait le droit de dire ce qu'il a dit la semaine dernière. S'il n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Juste gentiment. Voilà, comme ça C'est c'est ça. Soyez comme cool. ça c'est dit. Ça reste une série. Voilà, je ne Mm. prétends pas être un expert absolu de Game of Thrones ou de House of the Dragon. Je suis un spectateur Voilà. lambda et je donne mon avis sur une série comme ça. Et je trouve que c'est pas mal ce qu'on fait de nous parce qu'on a un vrai duo intéressant dans le sens où toi, t'as lu les livres, t'es passionné de l'univers, tu t'y connais très très bien, tu fais sur ta chaîne perso des débriefs, des théories, etc. Et moi, de mon côté, j'arrive vraiment en mode amateur. Exactement. Un peu dans l'idée, mais je connais très bien quand même Ouais. l'univers. Donc bon, voilà, soyez cool. C'est ça, soyons cool, exactement. Ce sont des débriefs épisodiques, hein, évidemment. Yes. Tout ça, ça a vocation potentiellement à changer avec la vision globale de la saison. Et tout ça pour dire que du coup, voilà, soyez un peu bienveillants, on a besoin de ça sur Internet en ce moment. Donc, épisode 4, Dance of Dragons. Juste un avis global, Adrien, sur ce que tu viens de voir. Franchement, du très bon. Ouais. Franchement, du très bon, dès le début même. J'ai trouvé que c'était très très bon dans l'épisode. J'ai senti même un changement un peu dans la réal. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je trouve que c'était plus fin, peut-être, plus subtil. Plus direct aussi, on y va. On prend plus de temps, même si on en a pris peut-être un peu trop avant. C'est mon avis perso. Et puis, voilà, une vraie tension qui se met en place, ça monte en puissance. Et je pense que là, on est parti pour une fin de saison qui s'annonce assez épique. J'espère en tout cas. Voilà. Ouais. Et toi, t'en as pensé quoi? Super. Moi, très franchement, pour avoir lu Feu et Sang il y a 2 ans et demi, en lisant ce truc-là, je me suis dit, ça va être incroyable dans la série. Ouais. Et effectivement, je pense que là, pour le coup, ils se sont pas loupés. Alan Taylor à la réalisation, qui est un vétéran, en fait, de Game of Thrones, qui a réalisé un certain nombre de batailles, justement, dans Game of Thrones, la série originelle. Donc, forcément, tu sens bien que quand tu fais revenir un réel comme ça, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. Et effectivement. C'est pas pour des discussions de couloir. Ouais. Bizarrement, ça se passe beaucoup en extérieur avec des soldats et tout. Ouais, donc non, très très cool. La bataille en elle-même, évidemment, est superbe. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais il y a aussi des dynamiques de personnages, notamment Daemon, il y a des choses qui se passent de son côté. D'ailleurs, l'épisode s'ouvre sur une de ses visions. Ouais, tout à fait. Il en a une autre un petit peu plus tard. Et c'est là où je voulais en venir en parlant de réalisation. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de réal, de montage super intéressant. Donc justement, voilà, c'est vraiment la suite de l'épisode 3 où Daemon pète un câble, hein, clairement. Il devient un peu fou dans l'idée, il devient un peu schizophrène. Et donc il a des visions, etc. Il se réveille d'une de ces visions où il a tranché la tête de Rhaenyra adolescente, enfin enfant adolescente. Et il se réveille et il y a une main ensanglantée en fait quand il est dans le lit. Il y a un cut sur la chambre, quelqu'un qui ouvre les volets. Enfin les rideaux plutôt, et d'un coup on revient sur sa main et sa main n'est plus ensanglantée. Enfin, voilà. Il y a des trucs subtils comme ça, j'aime beaucoup, où en fait lui même ne distingue plus la réalité et pourtant il vient de se réveiller, il est plus dans sa vision, mais il est quand même toujours dans ce truc là et j'aime beaucoup ça c'est très malin. Le truc là. C'est très très malin, et donc on commence à mettre en place une espèce de dynamique de duo avec Alice Rivers, du coup, qu'on avait entrevu dans l'épisode 3. Et donc là c'est pareil, alors on l'a très peu vu, Alice, pour l'instant, mais j'aime bien déjà le fait qu'on lui donne un accent irlandais, qu'elle soit un peu chelou, qu'elle ait il y a un truc dans son regard, je trouve. Elle a un physique un peu particulier aussi, en plus, très carré, donc ça joue aussi, je trouve, dans le personnage. Et donc du coup, bon, on n'en apprend pas beaucoup plus sur elle. Lui, il la traite de sorcière. Elle dit que c'est une bâtarde du Conflans, c'est pour ça qu'elle s'appelle Rivers, parce que vous savez que voilà, dans Westeros, on appelle toujours les bâtards des caractéristiques topographiques de la région, donc c'est Snow dans le nord, c'est Rivers dans le Conflans, parce qu'il y a des rivières partout, des fleuves partout. Et voilà, donc c'est intéressant, j'ai hâte d'en voir un petit peu plus, évidemment, sur elle. Et donc visiblement, lui, Daemon, il a qu'une idée en tête, c'est s'accaparer une armée. Et l'armée, en fait,
d'une autre seigneurie en fait. Donc Harrenhal n'en a pas, donc ce qui va l'intéresser lui, c'est de réunir à la fois les Bracken et les Blackwood, donc les Nerbosk en français, qui a priori eux ont des grosses armées, même s'ils ont été diminués dans l'épisode 3 avec la bataille qu'on n'a pas vue. Mais tout ça pour dire que lui du coup il pétitionne les Blackwood. Et le mec lui dit ok, mais seulement si tu défonces les Bracken. Donc du coup, bon, c'est un peu compliqué pour lui. Mais visiblement, voilà, il a encore un plan en tête. Le tout ça en étant encore un peu sous le choc de sa vision, parce qu'il se réveille, en fait, il y a une sorte d'ellipse, en fait, vraiment, où il a vu justement Alice, et d'un coup il passe à ça, et en fait c'est très étrange, en fait, comme passage. Donc tu sens que lui-même est un peu dépassé par ce qui se passe, et ce qu'il maîtrise déjà d'une, son corps, son esprit pas sûr, et encore moins peut-être la politique du moment. Complètement. Donc ça j'aime bien, ça marche en fait, tu vois, c'est le genre de truc qui fonctionne. C'est vrai que côté montage, côté réal, il y a un petit truc sympa en plus. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce qu'elle est en train de l'empoisonner, parce que sa vision intervient au moment où il boit un truc qu'elle lui donne. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on va élucider un petit peu plus tard, mais tout ça est très intéressant. Donc ça c'est côté Daemon. Ensuite côté Port-Réal. Côté Port-Réal il se passe des choses, notamment aux côtés d'Aegon et d'Alicent. Vas-y. Alicent déjà, Alicent qui décide justement d'avorter, clairement, en demandant une concoction maison. La fameuse. La fameuse, qu'on voyait dans la saison 1 aussi, qui avait été préparée. Parce que, bizarrement, elle ne veut pas un enfant de Criston Cole. Étonnant. Ça ne lui va pas, ça ne l'intéresse pas. Évidemment, c'est Larys, c'est ça, qui débarque après, qui a bien compris ce qui se passait, parce qu'il voit littéralement le verre sur la table. Qui n'en fait aucun secret, d'ailleurs. Non, oui, il lui dit quasiment, texto, je sais que, voilà, vous savez... J'ai capté. J'ai capté. Mais les deux sont toujours un peu dans une manigance depuis la saison 1 aussi, donc ils ont des intérêts communs. Mais Alicent, c'est intéressant parce qu'elle a une position un peu compliquée, parce que d'un côté, donc, elle a ce problème avec Cole, de l'autre, son fils, elle lui dit texto un petit peu plus tard dans l'épisode que c'est juste un faire-valoir, en fait, son enfant, qu'il a juste à se taire et à obéir, en fait, à ce qui se passe. En tout cas, c'est moi ce que je comprends. Un roi fantoche, en fait. C'est un roi fantoche, exactement. C'est ce qu'ils avaient pour objectif, en fait, de créer à l'époque où ils l'ont mis. C'est ça, et donc elle a une dynamique un peu, et c'est ça par contre qui m'a rappelé un peu Game of Thrones, pas forcément dans le bon sens, parce qu'en fait elle a un peu une dynamique à la Cersei Joffrey, je trouve, qu'on a déjà vu en fait dans Game of Thrones, mais qui était plus intéressante je trouve dans Game of Thrones, parce que Cersei avait déjà une personnalité beaucoup plus appuyée, beaucoup plus intéressante pour moi, clairement, que celle d'Alicent, et Alicent est plus là en tant que... Bon, je vais calmer le jeu et je vais juste faire comprendre la place de mon fils, mais je vais pas essayer d'aller plus loin que ça. Donc, voilà. Mais, tu trouves qu'elle calme le jeu là ? Parce que je trouve qu'elle est très frontale avec lui. Avec son fils. Oui, non, mais elle calme le jeu dans le sens où elle lui dit, genre, calmos, gamin. D'ailleurs, lui après, il ronge son frein. Parce que sa mère lui dit ça, elle lui dit non, faut pas que tu prennes de décisions tout seul, quoi. Moi j'ai trouvé très frontal dans cet épisode, en mode en fait t'es même pas la moitié du roi que ton père était, tu vois. Et genre lui te dit attends, fais gaffe à ce que tu dis, et elle dit et quoi. Oui, voilà. Sinon quoi, tu vois. Et donc il y a un vrai truc, tu sais, c'est un peu ce qu'avait fait Otto à la fin de l'épisode 2 quand on lui enlève sa charge de main du roi. Elle, t'as l'impression que en fait, la rencontre avec Rhaenyra à la fin de l'épisode 3 l'a un peu bouleversée, elle a un peu changé aussi dans ses motivations, dans le sens où elle se met à se renseigner de façon assez boulimique sur l'histoire de Westeros, pour essayer de comprendre cette fameuse prophétie du prince qui fut promis, la chanson de la glace et du feu, et pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que Viserys a voulu lui dire, et est-ce que Rhaenyra a raison. Et je trouve que c'est assez malin de la voir être aussi directe et agressive avec son fils, là où elle essayait plutôt de le caresser dans le sens du poil, en mode non mais t'inquiète, écoute maman, ça va bien se passer. Là c'est non, oui, c'est ta gueule, elle est très assertive, quoi. Oui. Donc j'ai trouvé intéressant de gérer ça comme ça. Et il y a effectivement une espèce de bouleversement du côté d'Alicent, même si elle le dit à Larys, en fait, ça n'a plus aucun intérêt, elle peut plus rien y faire, ses mains sont liées, elle n'a plus de pouvoir, et les autres font leur bail sans elle, quoi. Complètement, et ça va vite, très vite même.
notamment du côté de Cole, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Mais le conseil qui part en vrille aussi, le conseil qui n'a plus de nom que le conseil, enfin je veux dire, ça veut plus rien dire vraiment quoi. Notamment à cause d'Egon qui fait n'importe quoi, qui joue avec justement sa boule, pour parler et qui s'impatiente tout le temps, qui dit vous m'ennuyez, vous ne servez à rien, etc. quoi. C'est un roi qui est complètement fini, on le sait, bon, pour ceux qui ont vu l'épisode, hein, si vous regardez la vidéo, vous savez ce qui se passe à la fin. Bien sûr. Mais c'est une belle fin, je trouve, pour ce personnage-là, une fin intéressante et très logique, en fait, après tout ce qu'il a voulu mettre en place et ce qu'il n'a pas réussi à faire. Quoi. Et justement, pour parler un petit peu de ce fameux conseil, il se passe des choses hyper intéressantes dans ce conseil. Il y a 2 séances de conseil à Port-Réal dans cet épisode. Il y en a un avec quasiment tout le monde sauf Alicent. Et en plus, t'as Aemond qui, là, en fait, il écrase de sa puissance politique et martiale, en fait, son frère qui est censé être le roi. Il est super. Mais vraiment, il le bouffe, et il le sait qu'il le bouffe, et Aegon aussi est au courant. C'est-à-dire que... Et en plus, c'est notamment présent parce que c'est la première fois qu'on entend Aemond parler avec son frère en valyrien, et que tu vois que Aegon ne sait pas parler valyrien. Oui, et en fait, tu te dis, mais attends, mais il est... Et là, il montre... Regarde à quel point je pourrais être un meilleur roi que toi. Et ça, c'est assez puissant, je trouve. C'est très très bien fait, et on voit... Je te le disais la semaine dernière, moi, les 2 qui m'intéressent vraiment, c'est Rhaenys voilà. Et Aemond. Aemond, j'aime beaucoup. Aemond, il est super, et là, c'est cool, on va lui donner beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de terrain. Très bonne scène, excellente scène de duel psychologique et tout, avec le et qui informe aussi la décision d'Aemond un petit peu plus tard dans l'épisode. Tu crois par contre le conseil ne parle pas à Valérien, je pense. Non, bah non, justement, ça se voit, ils sont tous gênés en mode qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et tout. Ouais, mais ils se retournent quand même vers Aegon en mode ouais, tu vas lui répondre ou c'est genre en mode oh, c'est chaud et tout. Tu vois, il y a un peu de ça. Grave. Mais je pense évidemment qu'il parle pas. Je pense pas. Il doit choper un mot, grand max. J'ai pas l'impression en tout cas qui capte. Mais tu sens quoi, il surnage, exactement comme ce que tu viens de dire. En fait, il y a vraiment un truc où ils sont au-dessus quoi. Enfin, au-dessus, Aemond est au-dessus quoi, vraiment. Et mais à part ça, non, vraiment très bonne scène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Il y a aussi l'absence de Otto qui se ressent. Évidemment. Ah bah clairement. Donc en fait, sans Aemond là qui fait le chef, vraiment personne ne tient le truc quoi. Et de l'autre côté, il faut qu'on en parle aussi. De l'autre côté, voilà, à Père Dragon, c'est pas beaucoup mieux non plus. Père Dragon, le conseil est paumé aussi parce que Rhaenyra n'est pas là, à nouveau. Elle est partie sans rien dire en plus. Exactement. Comme au début de l'épisode 1 où on revient et le conseil est en train de se demander ce qu'elle fait et que faire en son absence. Et la réalité du truc, c'est qu'un conseil ne peut rien faire sans la présence de la reine, puisqu'elle n'a pas de main de la reine. Et ça, c'est un sujet aussi. C'est que du coup, il n'y a personne qui prend sa place quand elle n'est pas là. Et donc du coup, tu les sens paumés. Il faut, eux, ils veulent avancer. Ils veulent agir, mais ils peuvent pas. Rhaenys, elle est là à calmer le jeu en mode, écoutez, la reine n'est pas là, vous pouvez rien faire de toute façon. Jaehaerys, le fils aîné, lui aussi, il fait partie des gens qui veulent de l'action, mais le fait est que Rhaenyra est partie sans dire un mot, les gens ne savent pas où elle est, et elle finit par redébarquer, en disant que, voilà, en fait, elle avait besoin de faire face à Alicent pour faire une dernière tentative, l'ultime tentative de sauver le truc et d'avoir une solution paisible. Le fait est qu'elle a compris que ça y est, c'était plus possible, qu'elle a elle a joué son va-tout et que ça n'a pas fonctionné, donc ça y est, c'est parti. Ce que je trouve évidemment intéressant, le fait de tenter ça, ce qui est pas dans le livre, on est d'accord ? Non, c'est pas dans le livre, et je trouve que la justification est quand même un poil abusé, dans le sens qu'elle débarque comme ça, comme une fleur, en disant oui, désolé, j'étais parti en speed, j'ai risqué ma vie comme jamais. C'est un peu forcé, je pense. Je trouve que c'est un peu forcé. Tu le disais la semaine dernière, il n'y a aucune sécurité à Port-Réal. Ce genre de truc, je trouve. La justification, et tu le disais aussi, c'est que c'est sympa de retrouver les 2 actrices dans la même scène et de faire discuter les deux personnages. Mais bon. Je pense que scénaristiquement, l'objectif, c'est surtout de dire regardez. Les horreurs que Rhaenyra va déchaîner, elle le dit d'ailleurs dans cet épisode, elle a essayé de les éviter au maximum. Mais en vrai, on aurait pu se passer de cette scène. Alors c'est
une petite saveur particulière quand même d'avoir ces deux actrices probablement pour la dernière fois face à face dans cette série, mais est-ce que c'est justifié? C'est d'une manière générale, c'est de cette scène que les gens ont le plus parlé en disant qu'elle était la moins nécessaire de la semaine dernière. Ouais. Donc je pense que bon, il y avait beaucoup de scènes pas nécessaires la semaine dernière. Il réessaye, tu sais, génère les commentaires. Tu vois le cercueil, voilà, j'en rajoute des coups de... non, mais l'épisode est très bien aujourd'hui, donc voilà. Et je l'avais dit encore la semaine dernière, ça se trouve, il y aura des surprises et la fin de saison sera bien mieux. Et ça a l'air d'être le cas. Donc voilà, épisode 4. Bon, alors attends. Bon, là, je crois que là, on a un peu tout défriché. Ouais. Parce qu'il serait pas temps d'arriver au climax quand même de l'épisode. Le dernier truc que je voulais mentionner avant qu'on s'y jette, c'est Rhaenyra qui répète un petit peu les actes de son père en donnant à son héritier la clé de la prophétie. Le rêve d'Aegon qu'elle lui transmet. Et ça c'est intéressant aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de miroirs, hein, de parallèles entre la saison 1 et la saison 2, et j'ai trouvé ça cool. Surtout qu'en plus, pendant ce temps-là, en fait, on a un montage alterné entre ce qui se passe du côté d'Aegon, qui décide de prendre son dragon et d'aller à Repos des Freux, et Rhaenys qui est commandé d'aller à Repos des Freux pour défendre la forteresse. Donc j'ai trouvé ça malin. Donc, très malin, très bonne zik aussi en même temps avec ce montage alterné. Je trouve que la montée en puissance est très bonne. Ça fonctionne très bien. Je te dis vraiment la fin d'épisode, les 20 dernières minutes à peu près sont super bien quoi. Enfin elles sont vraiment très bien rythmées. C'est du petit lait hein. C'est du petit lait, vraiment c'est du petit lait et à ce moment-là donc. Voilà, allons-y. Pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, il y a des vraies surprises dans cette fin de tu m'étonnes, oui. Quoi. Et il y a des trucs, je m'y attendais pas forcément. Quoi. Donc, le classique avec Cole, qui mène la charge, mais tu sens qu'il a un plan derrière parce qu'il le dit plus ou moins. Je sais plus, qu'il dit quelque chose, qu'il faut attendre un petit peu. Il faut attendre le signal. Il faut attendre le signal, etc. Ouais. Donc là, j'aime bien ce truc, un peu à la Game of Thrones qu'on a. Il a un truc dans la tête et qu'il ne dit pas d'ailleurs à son second, Gwen Hightower, qui dit mais attendez, mais ça n'a aucun sens en fait d'attaquer en plein jour, qu'est-ce qu'on va faire contre les dragons? Et en fait, tu comprends que c'est le plan de Criston Cole. Alors tu te doutes bien que c'est un lien avec Aemon, parce qu'il en parle dans le... Avec Si, avec Aemon. Parce qu'il en parle dans l'épisode, au conseil, justement, en disant mais attends, t'as... parler avec Aemon sans me le dire dans mon dos, etc. T'as parlé avec Cole sans me le dire dans mon dos, etc. Et donc voilà, tu sens qu'il y a un truc entre les deux, entre Cole et Aemon, mais tu sais pas ce que c'est. Et là, la bataille commence à se dérouler et on voit qui est arrivé. Je pense qu'on voit Rhaenys arriver en premier. Oui, c'est Rhaenys qui arrive en première avec sa dragonne et qui défonce le champ de bataille, bien entendu. On notera d'ailleurs que l'avant-garde, c'est tous les soldats qui sont allés récupérer sur les autres châteaux plutôt que les gardes, enfin un peu les soldats Hightower. Évidemment, chair à canon, bien entendu. Bien sûr. Et puis après, c'est Aegon qui arrive avec Feu du Soleil, son dragon. Donc ça, petite surprise sans l'être, mais quand même, on se dit, waouh, va y avoir un combat entre les deux, qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, pour moi, ça y est, l'enjeu est vraiment posé de se dire, si on a un des deux qui meurt, il va se passer un truc de ouf quand même. Enfin, si le roi meurt, c'est terrible et la suite va complètement changer. Spoiler, ça va se passer. Si c'est Rhaenys, c'est pareil. Spoiler, ça va se passer aussi. Donc voilà, tu fais, qu'est-ce qui va se passer? Et donc les deux commencent à se battre. Et là, Cole, surpris quand même, parce que lui il s'attend pas à ce que Aegon débarque, donc là c'est un peu la merde pour lui. Il sait ça change tout à son plan. Ça change tout à son plan. Mais il lance quand même les hostilités, il lance le clairon pour que il se passe quelque chose, et cette chose, c'est Aemon qui se cache, tapis dans la forêt. Incroyable, je trouve, scène super belle, les effets spéciaux sont super beaux. Vraiment, le dragon qui est tapis, couché tout le long de la forêt, avec de la mousse sur lui, on a l'impression, c'est super bien. Ça m'a fait penser, tu sais, à ces façons durant la Seconde Guerre mondiale où on cachait en fait les avions pour pas qu'ils soient visibles de haut. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, et c'est dans les making-of, généralement, quand ils parlent des dragons, et surtout de Vhagar, ils parlent d'un bombardier, en fait, et c'est tout à fait le délire, quoi. Il est gigantesque. Les jeux d'échelle, justement, entre les dragons, tu comprends que Feu du Soleil est plus petit que Meleys, et tu comprends ensuite que Meleys est vraiment beaucoup plus petite que Vhagar, et ça, c'est... Vhagar, c'est plus gros, on est d'accord? C'est la dragonne la plus grosse, Vhagar, de la période, en tout cas. Vhagar incroyable, en plus troué dans les
les ailes, etc. Donc tu sens que ce dragon a vécu et qu'il en a vu des batailles, etc. Quoi. Et donc il commence à décoller. Et tu te dis, bon, il va aider son frère, il va pas aider son frère, tu te doutes bien qu'il va pas forcément l'aider. Et bon, à part faire toute la bataille, vous avez vu l'épisode, quoi. Mais très bon dogfight, hein, on parle d'avion, mais c'est ça, en fait, c'est vraiment du dogfight où c'est une bataille d'avion, quoi. Enfin, c'est une bataille de dragon qui peut s'assimiler à une bataille d'avion. C'est vraiment très très bien filmé. Les effets spéciaux, il y a un poil d'effets spéciaux où tu sens qu'ils sont sur un truc voilà, en studio, hein, on va pas se mentir, notamment Rhaenys, je sais pas pourquoi, moi ça me marque un peu plus, quoi. Mais il y a vraiment une impression de hauteur, de vertige, quand ils sont bien au-dessus du champ de bataille. Donc ça fonctionne quand même, je trouve, pour de la télévision, hein, on va pas se mentir, c'est de la téloche, hein. C'est quand même super bien fait, quoi. Ouais, moi ce que j'apprécie aussi, c'est la brutalité de ces combats, parce qu'en fait tu comprends que quand il y a une bataille entre dragons, c'est super brutal et c'est super rapide, en fait, parce que dès qu'il y en a un qui est un peu blessé, c'est quasi fini déjà, tu vois. Feu du Soleil se fait massacrer par Méléis, et ensuite, alors bon, avec c'est ça qui est génial, le sang de dragon qui tombe sur les soldats et qui les brûle. Ça, c'est vachement bien trouvé. Enfin, c'est super. Ça fonctionne très très bien. Et puis derrière, Vagar qui refait la même chose que sur Lucerys, qui croque par surprise Méléis et qui ne la lâche pas tant qu'elle n'est pas morte. Et là, alors ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin, ouais. Mais avant, il a complètement dézingué Aegon. Oui, c'est vrai. En fait, c'est surtout ça. En fait, ce qui est dingue, cramé la gueule. Ce qui est dingue, c'est c'est ça, c'est le choix d'Aemond de lancer le Dracarys sur le combat des deux dragons et de faire 100 fois ni loin. Hein, pour moi, il vise Aegon. Hein. On juge aucun des deux. Et alors, je ne sais pas s'il vise Aegon, mais visiblement, il y a que Aegon qui est chopé, ce qui est étonnant. Pour moi, il vise Aegon. Hein. C'est probable. C'est possible. En tout cas, ça l'arrange, c'est dans ses plans. Dans tous les cas, il s'en fiche. Ouais, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y a... ça veut dire qu'il met hors d'état de nuire le roi, et donc il le devient. Techniquement, oui, c'est ça. Donc voilà. Et moi, en tant que spectateur, je suis très content de voir quelque chose comme ça, parce que j'ai très hâte de voir le prochain, maintenant. Donc voilà. Donc ça, c'est super. Donc on a 2 pertes, une perte de chaque côté. Donc on perd le roi, qui est quand même la plus grosse perte du moment, qui est quand même un truc qui va tout changer. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort, Aegon ? À la toute fin, quand Cole arrive sur lui. Parce que quand Cole arrive sur lui, on l'entend un peu respirer quand même. Ah ouais, on voit pas vraiment. Ah ok. Je suis pas certain qu'il soit mort. Hein. Ah ok, d'accord, ok. Alors ça, j'avoue que je sais pas. Mais auquel cas, de toute façon, même s'il est pas mort, il est. Oui, alors il doit pas être en bon état. Hein, il doit pas être dans un très bon état. Il doit pas être en bon état. Le problème, c'est que, est-ce que il va accuser Daemon de l'avoir, Aemon, de l'avoir tué, en tout cas de lui avoir fait Dracarys dessus. Il m'a fait Dracarys dessus. J'ai pas de verbe. Non mais voilà, ou au contraire, est-ce qu'il est mort peut-être? On verra ça. En tout cas, s'il est vivant, je pense qu'il va pas tenir très longtemps en tout cas. Voilà. Et puis même dans l'intérêt de l'histoire, j'espère qu'il va... De toute façon, il pourra pas gouverner dans son état. Je sais pas, je pense qu'il est pas en bon état. Voilà. We'll see. On verra. Ça, on verra, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Rhaenys est morte, par contre. Rhaenys est morte, ça c'est sûr. Rhaenys est morte, et puis, sale mort, hein, quand même. Donc son dragon qui se fait... Quelle belle mort. Croquer, et puis elle qui tombe de je sais pas. J'ai beaucoup aimé ces petites phases, justement, avant le combat et pendant le combat où Rhaenys parle à sa dragonne. Et tu vois qu'il y a un vrai lien entre les deux, et justement, quand Méléis meurt, et qu'elle est en train de regarder sa dragonnière, et tu vois la lumière qui s'éteint dans ses yeux, j'ai trouvé ça superbe. Non, c'est beau. Et puis ensuite, toutes les deux, du coup, qui s'effondrent sur la forteresse, le plan est fort. Non, le plan est fort, le plan fonctionne très bien, et puis c'est plusieurs échelles aussi, évidemment. On revient sur Terre, souvent, à la surface, et donc on voit les soldats qui sont tous cramés. On arrive à la toute fin avec Cole qui s'est fait assommer, et donc qui rate une bonne partie de la bataille, hein, qui se réveille, et en fait qui voit tous les corps calcinés le long du champ de bataille, et qui continue quand même de vouloir aller jusqu'à sa destination, à savoir là où est tombé le roi Aegon. Il le retrouve, mort ou pas mort, on verra ça la semaine prochaine, mais en tout cas, il a failli à sa mission. Il a payé sa mission, il est main du roi encore, mais jusqu'à quand qu'est-ce qui va se passer pour lui? Voilà, donc ça rebat les cartes énormément. Il faut bien voir qu'en fait le monde de Criston Cole s'effondre là à ce moment-là, parce qu'il a failli à sa mission doublement dans cette saison 2, déjà, hein, entre la mort de Jaehaerys et la potentielle mort, ou du moins la blessure immense d'Aegon II.
Là, ça doit certainement chambouler un petit peu son schéma. Donc forcément, ça peut avoir des conséquences énormes, en fait, sur la suite de la saison 2. Carrément. Un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le frère d'Alicent qui est avec Cole. Ouais. Qui traîne un peu là, on sait pas trop ce qu'il fait depuis l'épisode 3, là il est là dans le coin, j'imagine qu'il servira un peu plus tard, mais bon, pour l'instant pas très très utile je trouve dans la saison. Et très secondaire pour l'instant. Très très secondaire, on va pas se mentir. Pour le reste on n'a pas vu Otto Hightower non plus, ça fait 2 épisodes qu'on l'a pas vu, donc j'imagine qu'il va revenir en force il après. Est caché. Il est caché mais pour mieux revenir j'imagine. Et puis quoi d'autre sur cet épisode? Non mais il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire, mais en tout cas épisode très rythmé, qui va droit au but, c'est exactement ce que j'attendais, c'est cool, et voilà, qui lance vraiment, je trouve, les hostilités et qui pose des enjeux. Donc c'est très bien, et moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir le prochain. Exactement, bah voilà, c'est ce qu'on voulait en fait de cette saison 2 de House of the Dragon, et on a été servi avec cet épisode 4. Donc maintenant, évidemment, qu'est-ce que nous réserve la suite de cette saison 2 ? Je note que la plupart des plans qu'on a vus en fait dans les trailers, etc., on les a quasiment tous vus là dans ces 4 premiers épisodes. Donc maintenant, c'est un peu la découverte. Donc ça va être très intéressant de découvrir tout ça toutes les semaines avec vous, évidemment les lundis matin avec les débriefs, et les lundis soirs pour une discussion plus chill sur twitch.tv/p0pnews. N'hésitez pas évidemment à vous follow sur cette chaîne pour discuter de tout ça aux alentours de 21h30, 22h, à la fin de l'enregistrement de Pop News, notre émission d'actualité pop culturelle. C'est plus un débrief, c'est vraiment une émission théorie, on va parler des théories des prochains épisodes, etc., de ce qu'on imagine qui peut se passer. En gros, l'idée, c'est que on va partir de ce qu'on a vu de l'épisode 4 et de là où il se termine. Ensuite, on discutera de ce qu'on imagine qui va se passer dans l'épisode 5. Et puis, on parlera peut-être aussi du trailer de l'épisode 5 qu'on aura vu dans la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et puis à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Donnez-lui une petite note, hein, ça nous fera plaisir d'avoir votre note du coup sur cet épisode. Et puis on vous donne rendez-vous sur Twitch d'ici quelques heures en fait, puisque ça sort très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.